la table ronde, un moment d'échange autour d'une question qui est naturellement la suivante, au-delà de la pénurie. Quelle piste pour aller vers l'autonomie énergétique? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être d'abord commencer par définir ce que c'est que l'autonomie énergétique. Essayons de la comprendre comme ça, mentalement, comme on va lui donner un synonyme, comme la résilience ou comme la capacité de nous en sortir dans les temps à venir. Je pense que c'est une bonne manière de définir l'autonomie. Comment concilier cette autonomie une fois qu'on l'aura définie avec un impératif majeur? Si j'ai de nouveau écouté la radio ce matin, il semble-t-il qu'il y ait une conférence importante qui s'ouvre du côté de Sharm el-Sheikh avec quelques objectifs pour la planète. Voilà, autre injonction majeure qui vient probablement full frontal en contradictoire avec la première. Comment est-ce qu'on concilie tout ça? Et puis ce mot qui a été prononcé que à 11h27, je crois, j'ai regardé, ce qui est quand même très étonnant quand on parle de gaz, hydrogène, H2. Alors on est en train de dire que le GNL est un game changer maintenant. Qu'en sera-t-il de l'hydrogène à horizon 10, 20, 30 ans? On n'aura pas trop de 10 minutes pour faire le tour de la question. 3 intervenants, puisqu'il y en a un qui est malade et qui est excusé aujourd'hui, c'est Massimo Rinaldi. On ne sait pas ce qu'il a, parce que secret médical oblige, mais on lui souhaite bon rétablissement au SIL, où il manque forcément. Je vous demande, Madame Corbeau, Anne-Sophie Corbeau, de nous rejoindre. Je ne vous présente pas, puisque vous avez ouvert les feux tout à l'heure. Vous pouvez passer par là, c'est plus facile. Non, vous êtes trop sportif, c'est magnifique. Nicolas Charton, que j'ai le plaisir d'accueillir. Nicolas Charton, on peut l'applaudir. Directeur et fondateur de eCube, stratégie consultante, ici à Lausanne, évidemment spécialisé, c'est une lapalissade dans les enjeux de l'énergie. Et puis Philippe Cordonnier, où est-il? Il est là. Bonjour Philippe Cordonnier, on peut l'applaudir aussi. Il a été beaucoup de choses, Philippe Cordonnier, responsable roman de Swissmem, les machines, l'industrie des machines, la fêtière des machines, dont il est membre de la direction, ancien lobbyiste pour l'Union pétrolière. Maintenant, c'est les machines. Vous êtes passé de l'autre côté du miroir. C'est intéressant d'avoir l'input de l'industrie. Et puis, comme Massimo Rinaldi n'est pas là, finalement, c'est pas grave, on va remplacer Massimo Rinaldi par tout le monde. C'est-à-dire que le 4e intervenant, c'est vous tous, sachant que je me suis laissé dire qu'il y avait beaucoup de gens qui géraient des réseaux, qui connaissent bien la question de l'infrastructure, et la question évidemment de l'infrastructure et des réseaux, elle sera centrale dans cette table ronde. Je vais vous rejoindre. Mais d'abord, Nicolas Charton, je vous pose une question, histoire d'avoir le temps de m'asseoir. Commençons par les définitions. J'ai dit autonomie, j'ai pas parlé d'autarcie. Qu'est-ce qu'on doit viser? C'est quoi l'autonomie? C'est pas l'autarcie? Quelle piste il faut suivre? Merci pour la question. Je vais essayer d'y répondre suffisamment lentement pour permettre de s'asseoir. Merci aussi beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici. Pour commencer par une définition, effectivement, entre autonomie et autarcie, c'est souvent 2 mots qu'on mélange un peu. Je vais commencer par l'autarcie parce que c'est peut-être le plus facile. L'autarcie, c'est se couper de ce qui nous entoure. Donc pour faire simple, ce serait avoir un système énergétique suisse qui se fonde exclusivement sur les ressources suisses et qui n'a aucun flux vis-à-vis de l'extérieur. On y reviendra, c'est irréaliste. Exactement. L'autonomie, la définition donnée est la bonne, mais je rajouterai la dimension de gouvernance. On maîtrise effectivement ces enjeux énergétiques. Ça ne veut pas dire qu'on est complètement coupé de l'extérieur, mais qu'on a des approvisionnements ou des choix de remplacement ou suffisamment de contreparties pour pouvoir s'assurer qu'à la fin, on maîtrise cela où on est. Et l'autonomie, elle aussi, est quand même un sacré défi. Aujourd'hui, juste pour rappeler le point de départ effectivement là-dessus, la Suisse importe 75% de son énergie. Donc le point de départ est quand même relativement loin d'une autonomie absolue. Philippe Cordonnier, du point de vue des industriels, ceux qui fabriquent ces grosses machines qui font le succès économique, notamment de ce pays, comment est-ce qu'on suit ce débat? Qu'est-ce qu'on se dit? Enfin, la question de l'autonomie, de la résilience énergétique est là. Nous, on en a besoin depuis toujours, ou finalement vous prenez le train en retard comme tout le monde? Alors pour l'industrie, la thématique aujourd'hui, c'est essentiellement lié au prix de l'énergie. L'industrie que je représente, l'industrie des machines, qui est une industrie d'exportation essentiellement, puisque 80% de la production de notre industrie, de nos entreprises, est exportée. Notre industrie aujourd'hui est, vous l'avez dit, elle est florissante dans un contexte très difficile. Elle est florissante parce que les entrées de commandes sont excellentes, en tout cas cette année. Malheureusement, ces entrées de commandes sont fortement pénalisées par des coûts de production qui augmentent avec les problèmes de supply chain, les problèmes d'approvisionnement de tous les composants, les prix de l'énergie, la force du franc, le manque de main-d'œuvre. Donc les entreprises aujourd'hui, nos entreprises sont confrontées à des marges qui sont en train de s'éroder et qui en sont en train de vraiment de
de sucer la substance vraiment même de ce que sont les entreprises qui sont confrontées à une concurrence internationale qui est extrêmement forte, malgré la Chine qui ralentit. Donc pour nos entreprises, dans le point vraiment crucial qu'est la marge, c'est vraiment essayer de maintenir des emplois parce que la marge est en train de disparaître. Alors, le problème qu'on a, c'est que jusqu'à maintenant, les coûts de l'énergie étaient extrêmement faibles dans les coûts de production. Ça dépend évidemment du type d'entreprise. On a des entreprises qui font de la production de gros composants, des fonderies, ou bien des entreprises qui ont beaucoup d'usinage, qui sont des gros consommateurs d'électricité ou de gaz, ou est. Pour ces entreprises, pour les gros consommateurs, jusqu'à aujourd'hui, l'énergie était vraiment un élément important et elles ont beaucoup réduit la consommation. Quasiment 50% de baisse de consommation depuis 30 ans. Pour ces entreprises, c'était sur le radar parce que les coûts d'énergie étaient importants. Pour la majorité de nos entreprises, le coût d'énergie, c'est peut-être 1 ou 2% du coût de production. Alors c'est clair, si ça décuple, c'est que, entre guillemets, 10%, c'est encore supportable sur un temps court. Mais l'accumulation de ces problèmes ou de ces coûts de production qui augmentent font qu'aujourd'hui, pour nos entreprises, l'élément principal, ça reste de pouvoir continuer à produire en Suisse avec des coûts de production qui explosent. L'autonomie énergétique, pour nous, c'est surtout la possibilité de garder une sécurité d'approvisionnement sur le long terme pour pouvoir garder notre place de travail en Suisse. Ensuite, quelle que soit l'énergie, on a vu les problèmes d'aujourd'hui. Pour nos entreprises, le but, c'est d'avoir livré en temps et en heure, selon les contrats, le gaz ou l'électricité dont elles ont besoin. Alors on va parler d'énergie en général et puis de gaz en particulier. Hein. C'est vrai qu'on fait un petit mix énergétique ce matin au forum, mais c'est normal puisque les deux questions sont importantes. La question de l'autonomie se pose évidemment pas de la même manière pour l'électricité par exemple et pour le gaz. Anne-Sophie Corbeau, comment vous les voyez ces petits Suisses qui ont une situation énergétique assez particulière? On est effectivement sur le front du gaz, on produit rien, on stocke pas grand-chose. Sur le front du pétrole, on n'en parle même pas. Sur le front électrique, on a un gros avantage comparatif par rapport à nos voisins qui s'appelle la pente. C'est important, la pente, 60% je crois de notre électricité on fabrique grâce à ça. C'est ce désir comme ça légitime, un peu pris de panique aussi par la Suisse qui se dit je veux maintenant assurer mon autonomie énergétique pour les siècles des siècles ou au moins les années à venir. C'est quoi? C'est un vœu pieux. Vous nous parliez des États-Unis qui sont autonomes en GNL, tant mieux pour eux, ils en produisent, mais nous les Suisses, ça veut dire quoi pour nous l'autonomie énergétique? Juste la capacité de maîtrise. La capacité de maîtrise aussi, je pense, avoir peut-être davantage d'énergie qui est produite localement, ou du moins, alors je ne sais pas si on aurait... Ouais. Non, c'est bon. Peut-être davantage d'énergie domestique. On a parlé, vous n'avez effectivement pas de production de gaz domestique, enfin du moins de gaz naturel. On y viendra, il y a un petit peu de gaz quand même. Le biométhane, je pense, en France maintenant, on n'a pas aussi beaucoup de production domestique, on en a eu, mais maintenant, vous ne pouvez pas aller à un forum des gaziers en France sans parler immédiatement du biométhane. Et je pense que c'est aussi devenu une préoccupation européenne, puisque le biométhane, c'est une source de gaz naturel. C'est la même molécule, c'est la même molécule de méthane. Elle vient de différentes sources biogéniques, que ce soit la manure ou d'autres types de ressources. Mais c'est une source qui est domestique. Et aussi, ce qui est très particulièrement intéressant, c'est qu'elle est en fait au confluent de différents secteurs. En particulier, elle implique aussi les secteurs de l'agriculture. Et elle peut aussi permettre de diminuer aussi des émissions de méthane. Donc c'est particulièrement intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Mais il y a d'autres choses qu'il faut prendre en compte aussi dans cette perspective d'autonomie, c'est que aussi à terme, on veut décarboner notre système. Et donc, je pense que les gens n'ont pas vraiment réalisé à quel point, dans 30 ans, notre système énergétique va être fondamentalement différent de ce qu'on a maintenant. Maintenant, si vous voulez, par exemple, prenons le gaz naturel. On amène le gaz naturel, bon, il est produit, il est transporté, etc. Il arrive. Chez vous, si vous utilisez du gaz naturel pour le chauffage, la molécule, elle n'a pas subi la moindre transformation. Maintenant, on parle à terme éventuellement d'utiliser l'hydrogène. Alors, vous imaginez que peut-être l'hydrogène va être produit, je ne sais pas, en Namibie, par exemple, va être transformé en ammoniac, va réarriver quelque part à un terminal d'importation d'ammoniac, va être transformé en hydrogène, va arriver par hydrogénéoduc jusqu'à nous. Enfin, ça en fait des transformations, tout ça. Donc le système en fait, du futur va être
incroyablement plus complexe. Donc, va faire appel en fait à d'autres considérations qui ne vont pas être forcément que des considérations d'approvisionnement. Ça va être aussi beaucoup d'interactions entre l'approvisionnement, mais aussi la demande. Il va y avoir beaucoup plus en fait de choses qui vont venir des consommateurs. Votre voiture, peut-être à terme, va être un consommateur qui va en fait approvisionner le secteur électrique. Donc, il va falloir qu'on repense totalement la façon dont on a conçu jusqu'à présent tout le système énergétique. À vous entendre, on est loin du compte en termes de défis, même de défis intellectuels. Vous parlez je dis, j'arrive dans un forum gazier en France, on parle de biométhane. Ici, on n'en a pas encore parlé de biométhane. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en retard dans l'appréciation de l'ensemble de ces phénomènes? Je pense qu'en France, on aime beaucoup le biométhane parce qu'on a une société qui s'appelle Engie qui adore le biométhane. On ne peut pas en fait leur parler sans que de toute façon on parle du biométhane. Mais je pense que en général, le biométhane est devenu très important, surtout avec la crise actuelle. Et tout à coup, l'Union européenne s'est dit oups. Alors, on a un problème. Alors, on a à peu près 3 milliards de mètres cubes de méthane qui sont produits en Europe aujourd'hui. Consommation de 400 milliards. Bon, on va essayer d'arriver jusqu'à 35 en 2030. Alors, c'est très ambitieux. C'est potentiellement techniquement faisable, mais il y a beaucoup de choses qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir réussir à ce que ça se passe. Il y a le potentiel, et puis après, il y a toute cette histoire qui fait les délices de, je pense, tous les gaziers parmi autour de nous, c'est-à-dire toutes les histoires de permis. Alors ça, vous ne pouvez pas imaginer. L'histoire de permis, de toute façon, c'est ce qui nous freine tous, que ce soit pour les éoliennes. Vous savez combien d'éoliennes déjà en Suisse? 43 éoliennes, je crois, en Suisse. Ouais, non, mais vous inquiétez pas, nous, on a la même chose en France. Vous n'imaginez pas les éoliennes, première éolienne offshore à la Baule, pouf, c'est compliqué. De toute façon, enfin, c'est ça. Vous avez un peu plus que 43 quand même. Je crois on a plus que 43, mais on est quand même le seul pays de l'Union européenne qui n'a pas réussi à atteindre ses objectifs en énergie renouvelable. Donc bon, pas terrible non plus. Vous avez parlé d'Union européenne 2 fois. Il n'y a pas de politique ici. Encore une fois, s'il y en a dans la salle, vous intervenez, il n'y a pas de problème. Des formations professionnelles. L'autonomie énergétique, est-ce que ça sert à quelque chose? Nicolas Charton en parlait, tant qu'on est dans une gabegie absolument totale dans nos rapports avec l'ensemble de ses voisins, chez qui vont tous nos tuyaux et de chez qui ils arrivent, à savoir des négociations politiques avec l'Union européenne. Enfin, tant que c'est bloqué, est-ce que tout ça reste une utopie? Alors, du moment, toujours quand on regarde le point de départ, on peut forcément l'améliorer, même si on met de côté la dimension Union européenne. C'est sûr que si on se projette, les liens avec l'Union européenne seront essentiels. Je vais repartir pour illustrer ça au niveau du biogaz. En Suisse, ce qu'on estime, c'est qu'il y a à peu près 10% de la consommation actuelle de gaz qui pourrait être couverte en biogaz produit à partir de déchets. Le reste devrait, si on veut à terme avoir exclusivement du biogaz, devrait être importé, même si on a des réductions de consommation drastiques à la fin. L'Office fédéral de l'énergie avait fait dans ses projections 2050, il prévoyait que sur après qu'il y ait une réduction de moitié de la consommation de gaz et que ce soit essentiellement du biogaz importé. Il y a une petite note de bas de page qui indiquait que ça serait a priori depuis l'Ukraine et la Russie. Bon. Mais à part la blague, pourquoi ça? Parce que tout simplement, effectivement, dans les pays voisins, il y a énormément d'ambitions sur le biométhane. Mais même si ces pays sont excellents dans ces ambitions-là, par exemple, pour la France, ce serait, alors si on écoute les gaziers, ce serait peut-être 60%, si on écoute les électriciens, c'est plutôt 40%, mais on est très loin des 100%. Et donc, on se retrouve de manière générale dans l'environnement qu'on a et les enjeux d'interaction avec les pays voisins, dans un contexte où tous les pays vont avoir des défis d'approvisionnement et d'autonomisation. In fine, la Suisse à 75% est probablement un peu mieux que les pays voisins, puisque les pays voisins importent plus de combustibles fossiles ou d'uranium, et tous vont avoir ce défi-là d'autonomisation. Ce qu'on constate aujourd'hui, effectivement, c'est que sur les hydrocarbures, sur tout ce qui est fossile, on a de fait un continent européen qui, si on met la Russie de côté, est relativement pauvre dans ses ressources, donc une dimension d'autonomie assez faible. L'autonomie la maîtrise. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le prix du baril se fixe pas à Berne, mais ni à Paris, Londres ou Francfort. Sur la question politique toujours, mais interne cette fois, est-ce qu'il y a un gestionnaire de réseau dans la salle qui a envie de nous dire tout le mal qu'il pense du paysage réglementaire? On parlait des permis, de la difficulté de planter un clou dans ce pays. Je ne sais pas, non, si, levez les mains, le doigt. Si c'est une manière de vous inciter à le faire, donc
n'hésitez pas à le faire. Il faut qu'on avance un petit peu, parler de décarbonation. Vous en avez parlé, c'est évidemment le défi concomitant, impératif majeur. Comment est-ce qu'on le concilie? Philippe Cordonnier, ça tombe sur vous, la décarbonation, avec votre casquette ancienne, certes, mais de l'Union pétrolière. Vous étiez pas les premiers, chez les pétroliers, on va le dire comme ça, à plaider pour la transition. Aujourd'hui, vous dites oui, vous dites un grand oui. Est-ce qu'on peut faire les deux à la fois? Est-ce qu'on va arriver à courir ces deux lièvres à la fois, qui sont viser cette autonomie pour éviter les pénuries et le faire de manière, si possible, qui ne nous emmène pas tous en enfer? Je vais garder ma casquette de Suisse même aujourd'hui, puisque ça fait 10 ans que j'ai quitté le monde du pétrole. C'était juste pour vous provoquer un petit peu. Pas de souci. Alors, pour l'industrie que je représente, c'est une chance, puisque l'industrie suisse est une industrie très innovante, surtout innovante dans la chimie et la pharma, qui a aussi les marges suffisantes pour pouvoir innover. Je reviens à la thématique des marges, ce n'est pas une fixation, mais c'est vraiment le problème qu'ont nos entreprises. Et aujourd'hui, si notre industrie des machines veut pouvoir subsister en Suisse, elle doit continuer à innover parce que c'est la seule ressource qu'elle a. Ce sont les cerveaux de nos entreprises, de nos ingénieurs et de nos mécaniciens qu'on a dans les ateliers. Et ce savoir-faire de notre industrie, de la micro-précision, qui sert des marchés extrêmement diversifiés, ça va de la machine-outil pour l'horlogerie, mais au domaine spatial, aéronautique, automobile, horloger évidemment. Donc toute cette technologie, on l'a parce qu'on a accumulé des décennies d'expérience dans le domaine de la micro-précision et de l'innovation. Et aujourd'hui, pour faire le lien avec votre question, il faut pouvoir continuer à innover et notre seule chance, c'est de montrer que notre industrie peut apporter des solutions. Et notre volonté aujourd'hui, en tant qu'association faîtière, c'est de montrer que si on veut pouvoir exporter ces solutions novatrices, il faut avoir accès au marché étranger. Et je finis avec la question sur l'Europe, justement. Pour nous, c'est absolument déplorable que la Confédération, nos autorités n'arrivent pas à se mettre d'accord avec l'Union européenne pour pouvoir conclure des accords, pour pouvoir maintenir des accords bilatéraux qui ont fait la richesse du pays, mais de nos entreprises aussi. Et c'est vraiment malheureux qu'on n'arrive pas à trouver des accords pour les accords bilatéraux, pour les poursuivre, pour les maintenir. Il n'y a pas que les accords bilatéraux de commerce, mais aussi dans le domaine de l'électricité. Et pour nous, c'est absolument fondamental, puisqu'on exporte 60% de notre production vers l'Union européenne. C'est absolument fondamental pour la pérennité de notre industrie de pouvoir continuer à exporter dans ces marchés, et aussi pour pouvoir innover avec ces marchés. Nos entreprises, nos écoles d'ingénieurs, on est ici à l'EPFL, ont besoin de cet accès à ces marchés pour des projets de développement. Nos entreprises sont très fortement liées à l'Europe pour les projets de développement, et pour nous, c'est fondamental de pouvoir continuer à travailler dans ce secteur pour nos ingénieurs, nos écoles, mais aussi les entreprises qui travaillent à l'export. Parce que réussir cette quadrature du cercle, ou de réussir à courser ces deux lièvres à la fois, Nicolas Chartrand, ça passe forcément par un bon technologique massif. Alors, déjà, moi, je ferais peut-être un pas en arrière et me poserais la question, est-ce que ces deux lièvres sont vraiment opposés? Quand on regarde effectivement, est-ce que d'un côté, on choisit l'autonomie énergétique, de l'autre, on choisit la décarbonation. Aujourd'hui, ce qui cause la dépendance énergétique de la Suisse, mais de l'Europe aussi, ce sont essentiellement les fossiles. On le voit, l'Europe n'en a pas, et elle est confrontée à un monde où, malgré toute son intelligence, son innovation, ses cerveaux, elle a de plus en plus en face d'elle des pays qui les ont tout autant, qui sont plus nombreux et qui ont des demandes énergétiques qui sont très conséquentes. Et donc on le voit sur le gaz naturel liquéfié, c'est une concurrence massive avec l'Asie qui conduit à des hausses de prix, gigantesques. Donc effectivement, lorsqu'on regarde décarbonation ou autonomie, la meilleure autonomie, c'est celle dans laquelle on utilise les ressources qu'on a localement. Or, il se trouve que les seules ressources que la Suisse a localement de manière conséquente, ce sont des ressources renouvelables. Elles sont donc l'eau, la pente, avec l'eau et la pente, parce que la pente tout seul, ça ne marche pas. Le soleil, il y en a beaucoup, l'éolien et le biogaz et la géothermie. C'est des ressources qui, si elles sont développées massivement et mises en lien avec ce qu'on peut parler aussi, tout ce qui est efficacité énergétique, peuvent permettre d'avoir un chemin qui soit non seulement vers la décarbonation, mais aussi vers l'autonomie. Vous voulez réagir, Philippe Cordonnier, puis j'ai une question pour Anne-Sophie Corbeau. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'on a vraiment l'envie ou le besoin d'être autonome? Je reprends l'exemple de notre industrie, on exporte 80%, on exporte 60% de l'Union européenne. Mais ça a toujours bien fonctionné. On a su faire aussi, développer cette industrie grâce à l'exportation.
pourquoi est-ce qu'on veut absolument dans ce domaine être autonome? On ne veut pas être autarcique, on l'a dit, hein. On veut être autonome, on veut maîtriser en gros notre destin, quoi. C'est pas, je dirais, est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que c'est le repli sur soi est une solution? Je pense que l'exemple de notre histoire montre que ce n'est pas forcément nécessaire. On arrive très bien à faire avec les autres. Simplement, il faut pouvoir aussi donner quelque chose. On ne peut pas toujours prendre, il faut aussi pouvoir donner. En matière de gaz, Anne-Sophie Corbeau, si on parle de production domestique, hein, si on veut viser ça, on a parlé de biométhane, la passion des Français, power to gaz, on va parler de l'hydrogène. Tout ceci, effectivement, il y a du savoir-faire en Suisse. C'est quoi le potentiel chez nous dans ce volet-là des choses, à savoir une production domestique de gaz qui sera par définition plus renouvelable que du gaz naturel qu'on n'a pas? Alors effectivement, on a déjà parlé du biométhane, mais sur l'hydrogène, alors il y a plusieurs façons de produire de l'hydrogène. L'une est par électrolyse. Donc là, en fait, on utilise de l'énergie qui, en général, est décarbonée. Alors, pour la plupart, ça veut dire de l'éolien et du solaire, voire du nucléaire si vous êtes en France. Mais ça, c'est très français. Vous avez aussi l'autre solution qui nous remonte encore avec la dépendance des énergies fossiles, c'est-à-dire vous utilisez du gaz naturel que vous réformez. Mais alors, à ce moment-là, pour qu'il soit le plus décarboné possible, il faut avoir aussi le stockage de carbone. Donc, on repart encore sur l'histoire du stockage, donc ça c'est particulièrement important. Mais je pense que quand on va vers le décarbonation, de toute façon, ce qui est une chose qui est absolument évidente, c'est qu'on va de plus en plus électrifier tout. Donc tout ce qu'on peut électrifier, c'est-à-dire le chauffage, c'est-à-dire certains processus industriels à basse température, on va essayer d'électrifier le maximum. Ça, c'est une des pistes absolument fondamentales. Après, l'autre piste, c'est effectivement utiliser l'hydrogène. Il y a besoin, la plupart du temps, parce qu'on ne peut pas tout électrifier, il y a besoin de molécules quelque part. Donc, tout cette importance de l'hydrogène, mais il y a aussi besoin de stockage. C'est pour ça que c'est particulièrement important, parce que le problème, c'est que si on voulait absolument tout électrifier, à la pointe, il faudrait faire des investissements absolument considérables pour pouvoir réussir à faire face à cette demande de pointe. Et ça c'est juste pas possible. Du point de vue système, c'est juste complètement absurde. Donc, de toute façon, les molécules, elles ont leur place dans le système. Et ça, c'est absolument fondamental. Après, c'est à la Suisse de décider exactement comment elle veut produire, par exemple, son hydrogène. Alors, je souhaite à la Suisse de ne pas entrer dans les méandres de la régulation européenne, parce que, honnêtement, c'est un véritable casse-tête. On se demande si un jour la Commission européenne va finir ses régulations pour qu'on puisse enfin investir. Encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez monsieur, tenez, jetez-vous sur scène. Tiens, vous voulez prendre ma place? Si, vous pouvez. Vous serez bien meilleur. Oh non, pas du tout. Merci beaucoup, Alexis Favre. Laurent Balziger, CEFA et Multidis. Moi, j'ai une question. Enfin, vous avez brillamment, Madame Cordeau, présenté la situation pour l'hiver prochain qui est préoccupante. Suisse même dit, voilà, on a des soucis pour les entreprises. Il faudrait un accord avec l'Europe. On en est hyper loin, plus loin que jamais peut-être. Puis ça, c'est demain. Alors on se dit, ouf, peut-être cet hiver, ça va juste passer. Mais l'hiver prochain, il est demain. La Confédération ne sort pas encore ses ordonnances. On ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Et préparé, surtout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui fait que notre pays ne bouge pas? On suit l'Union européenne, et encore à tout petit pas, au forceps, à peine, parce qu'on incite, on n'est même pas dans les véritables interdictions comme l'Union européenne, on a quand même passé un certain nombre. Hein. Donc on pourrait nous le reprocher aussi, quand il faudra être solidaire, on nous dira, mais vous n'avez rien interdit. Qu'est-ce qu'il faut à ce pays pour prendre des vraies mesures? Par exemple, pour les éoliennes, décréter que maintenant, pour l'hiver prochain, les projets qui sont prêts, il y a permis de construire maintenant, et c'est parti, les chauffages électriques, enfin toutes ces choses-là, de dire maintenant ça suffit. Et il y a des mesures immédiates et fortes, une espèce de plan Marshall, comme on a pu faire la révolution industrielle dans ce pays. En quelques années, nos communes, nos sociétés électriques ont été créées, on fait la révolution industrielle en quelques années à peine, on investit massivement des budgets annuels entiers. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas maintenant, alors qu'on est tous conscients de la menace? Alors, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Est-ce que le plan Marshall est compatible avec la démocratie directe, ou est-ce qu'il nous faut une bonne dictature à la chinoise, Philippe Cordonnier, pour avancer un peu en ordre de marche? Je n'ai pas de réponse à cette dernière question. Je reviens peut-être à ce qu'a dit aussi M. Fradveau dans sa présentation. C'est le degré d'impréparation qu'on constate et que nos entreprises constatent et déplorent aujourd'hui. On a des entreprises industrielles qui ont des plans de production qui sont des fois sur des semaines, voire des mois, et qui aujourd'hui sont confrontées à des ordonnances qu'elles ne connaissent pas,
sur des plans de contingentement dont elles ne connaissent pas l'étendue, la durée, le niveau. C'est clair que ça viendra lorsque la pénurie sera là, mais pour une entreprise qui doit produire, qui a des employés, qui a des centaines, voire des fois des milliers d'employés, qui sont face à une incertitude, comment vous gérez la problématique des employés qui ne savent pas si du jour au lendemain ils seront en RHT ou pas? Est-ce qu'il y aura des solutions aussi pour aider les entreprises? On ne cherche pas l'aide de l'État, mais dans le Covid, on a vu qu'il y a eu des aides comme les RHT qui ont été appliquées rapidement et qui ont permis de sauver des milliers d'emplois et de pouvoir redonner à l'industrie ensuite, après la pandémie, où il y a eu un rebond extraordinaire qui a permis à ces gens de rester employés et de pouvoir continuer ensuite à produire. Donc les entreprises aujourd'hui sont face à vraiment, on a vu dans une carte où la Suisse était en blanc, et maintenant pour nos entreprises, c'est vraiment un vide d'informations qu'on déplore et que les entreprises ne peuvent pas aujourd'hui supporter parce qu'il y a une incertitude qui les pénalise et qui va probablement avoir des conséquences très graves sur l'emploi, malheureusement. Ça fait beaucoup d'incertitudes dans ce pays qui n'aime pas l'incertitude. Parlons de l'hydrogène. Il nous reste peu de temps, malheureusement, puisque le temps file. Donc, on aura bien une vingtaine de minutes, questions comprises de la salle sur ce H2 miracle. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est un miracle ou non, Anne-Sophie Corbeau? On voit en tout cas en matière de politique industrielle et de politique économique, les grands ensembles se mettre en marche à une vitesse grand V. C'est des centaines de milliards qui sont investis entre les États-Unis, l'Union européenne sur le front de l'hydrogène. En Suisse, on déteste tout ce qui ressemble de près ou de loin à une politique économique ou une politique industrielle. Ce n'est pas Philippe Cordonnier qui va me dire le contraire. Ça change quoi? À quel horizon l'hydrogène pour nous, là, dans ce débat qu'on a sur l'autonomie énergétique? Anne-Sophie, est-ce que voilà, dans 10 ans, tout ce qui est GNL, on ne sait même plus ce que c'est, on ne parle que d'hydrogène? Alors moi, je suis une enfant de la révolution précédente de l'hydrogène. J'ai commencé ma carrière effectivement sur les piles à combustible hydrogène. Donc l'hydrogène, je l'ai vu dans la fin des années 90, début des années 2000. Bon, après j'ai dû passer au gaz parce que voilà, j'étais en avance sur mon temps. Alors j'ai un regard assez lucide en fait sur toute cette révolution hydrogène parce que l'hydrogène, c'est pas si simple. C'est pas si simple, c'est compliqué à transporter. Si vous voulez le transporter à travers les océans, en liquide, ça va être moins 250 degrés, donc c'est pas si simple. Si vous voulez le transformer sous une autre forme, il faudra ammoniac, toluène, d'autres solutions. Il y a même des gens qui commencent à parler de e-methane. Alors, le e-methane, c'est vous prenez de l'hydrogène, vous le combinez avec du CO2, vous transformez en méthane, vous liquéfiez, vous ramenez avec les terminaux. Non, mais c'est une vraie usine à gaz. Mais si vous écoutez quelqu'un qui s'appelle Marco Alvera, je suppose que le nom doit probablement dire quelque chose. C'est exactement le truc qu'il fait. Puis après, il y a le CO2 qui tourne autour de la Terre. C'est très amusant aussi. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Et en fait, il va falloir faire dérouler vraiment cette capacité très rapidement. Alors, quand on parle, par exemple, des objectifs un petit peu, l'Union européenne, c'est à peu près, l'Europe, pardon, c'est à peu près 8 millions de tonnes d'hydrogène. Alors, si on voulait à peu près transformer tout cet hydrogène en hydrogène vert, je crois qu'il faudrait à peu près 400 TWh d'électricité renouvelable. C'est normalement ce que la France produit en électricité nucléaire quand tout va bien. Donc, ça fait beaucoup. On n'y est pas, quoi. On n'y est pas encore, non. On n'y est pas du tout. Et puis, même si on voulait faire plutôt de l'hydrogène, soi-disant bleu, on n'a juste pas assez de capacité de stockage de carbone qui se développe actuellement. Donc, en fait, il y a vraiment une inadéquation entre les ambitions et ce qu'on a actuellement, qui même a été sanctionné. C'est-à-dire que les décisions d'investissement ont été mise en place. C'est-à-dire que l'AIE et le Hydrogen Council, le Conseil de l'hydrogène, ont tous à peu près les mêmes chiffres. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, si tout va bien dans le monde, on aura 25 millions de tonnes d'hydrogène qui sera potentiellement donc décarboné, si tout va bien, si toutes les décisions d'investissement sont prises en 2030. La production actuelle d'hydrogène dans le monde, c'est 90. Vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire. Un projet dont on parle beaucoup, qui est en Arabie Saoudite, Neom, c'est 250 000 tonnes. Et pourtant, c'est un gros projet. Donc, vraiment, il y a une petite inadéquation entre la taille de ce qu'il va falloir faire et la rapidité. Si on regarde 2030, c'est dans 8 ans. Il va falloir... Puis, en plus, naturellement, on adore complexifier les choses. Je suppose que les problèmes, genre l'additionnalité, etc., s'il y a des gens qui connaissent un petit peu l'hydrogène, ça doit leur dire quelque chose. En fait, l'additionnalité, c'est quoi? C'est on veut éviter de cannibaliser, en fait, le secteur électrique. Donc, on ne veut pas que l'hydrogène prenne les capacités de renouvelables qui vont être développées pour le secteur électrique. On veut que ça soit séparé.
Oui, mais c'est pas si simple. Comme dirait Anne-Sophie Corbeau, c'est compliqué. Hein, C'est pas si simple. C'est pas si simple. L'hydrogène, qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est peut-être une question qu'on doit se poser et qui va intéresser les gestionnaires de réseau aussi, puisque dans quelle mesure c'est compatible ou non avec nos réseaux existants? Qu'est-ce qu'il faudra, si ça ne l'est pas, à quel point ça ne l'est pas? Comment est-ce qu'il faudra modifier les choses? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on veut en faire? Vous parlez des piles à combustible. À l'époque, années 80, on imaginait faire rouler toutes les petites voitures individuelles à l'hydrogène. Si j'ai bien compris, on en est revenu. On parle de mobilité, mais uniquement de mobilité lourde. On parle de chauffage, mais est-ce qu'on se chauffe en direct? Est-ce qu'on fait du power to gas, du gas to power? Qu'est-ce qu'on fait avec cet hydrogène, en fait, une fois qu'il est là, qu'on arrive à le produire? Alors effectivement, le petit problème, comme évoqué, de l'hydrogène, c'est qu'on n'en a pas, il faut le produire. Et pour le produire, c'est pas simple, ça coûte cher. Et surtout, il y a des rendements qui sont mauvais. Hein. On en perd, sur la chaîne hydrogène, on perd beaucoup de l'énergie initiale qu'on met en place. Ce qui veut dire que pour là où on va l'utiliser, on va chercher à l'utiliser là où il n'y a pas d'alternative simple, notamment d'alternative d'électrification simple. Donc globalement, c'est des domaines industriels. Ça a été évoqué, il y a déjà une très grosse consommation industrielle d'hydrogène. Hein. L'Allemagne, c'est 80 TWh de consommation d'hydrogène. La Suisse, c'est 60 TWh de consommation d'électricité au total. Donc si on met les rendements au passage, juste pour l'Allemagne, il faudrait prendre toute la Suisse, faire x2 et on aurait un peu d'hydrogène. Donc il y a effectivement quelques processus industriels de chaleur, haute température, etc. On n'a pas vraiment d'alternative à utiliser l'hydrogène ou des gaz de ce type-là. Il peut y avoir la mobilité lourde, même si c'est questionnable. Hein, ça dépend vraiment du type d'usage dans le transport de marchandises lourd. Et puis il y a le talon d'Achille de la Suisse, qui est la Suisse à de la pente, mais pas assez pour le passage de l'hiver en électricité. Et donc là, on peut avoir de l'hydrogène qui sert à du stockage saisonnier là-dessus. Gas to power, en l'occurrence. Alors, donc power to gas, puis gas to power, donc qui est un sacré défi, puisque le premier défi, c'est déjà d'avoir des réserves de gaz. Alors, on peut utiliser celle des voisins, mais on l'a vu ici, c'est peut-être intéressant d'en avoir un tout petit peu aussi localement. Et puis, l'autre défi, c'est d'avoir suffisamment d'énergie renouvelable en surplus. Parce que si jamais on fait de l'hydrogène avec du méthane, gaz naturel, ou avec du charbon, on pollue in fine plus que si on avait brûlé directement le méthane ou le charbon. Donc à la fin, c'est sympa parce qu'on a fait de l'hydrogène, mais on a plutôt pédalé en sens inverse ou dans le vide, in fine. Et donc ça, c'est vraiment le défi quand on voit l'hydrogène. Ce qui veut dire que l'hydrogène, je le vois plutôt à relativement long terme, peut-être 2035-2040, les débuts d'une phase industrielle. Avant, il y aura beaucoup de projets pilotes, mais la phase industrielle 2035-2040. Et puis un tout dernier point pour faire le lien avec l'Europe, parce que c'est important. Clairement, ce n'est pas la Suisse qui va décider d'avoir des grands réseaux hydrogène. Des réseaux hydrogène, s'ils se construisent, ça sera à l'échelle européenne que ça se construira et que ça se décidera. Et donc la Suisse viendra se greffer dessus, comme elle l'a fait d'ailleurs pour le gaz naturel il y a maintenant quelques décennies. Ça va poser des questions au-delà des grands réseaux de transport. Ça va poser les questions des réseaux chez nous, dont vous êtes, certains d'entre vous, des gestionnaires. On dit comme ça, un gestionnaire de réseau, d'infrastructure. Je ne sais pas qui, en l'absence de Massimo Rinaldi, quelqu'un des SIG. Tiens, je vais peut-être l'obliger, l'autre jeune voix de l'État à parler. Non, il a peut-être fui. Ah non, il est là-bas derrière. Comment est-ce qu'on se prépare au niveau du réseau? Parce que l'hydrogène, c'est sympa, mais est-ce que ça passe dans les mêmes tuyaux, de la même manière? Est-ce que ça arrive au même endroit? Comment est-ce que vous, ou du côté des SIG, est-ce que vous préparez déjà la chose ou comment est-ce que vous la regardez? Alors oui, on prépare la chose. On prépare l'arrivée de l'hydrogène dans nos canalisations. Dans un premier temps, on vérifie l'adéquation de nos conduites, savoir s'il y a des possibilités d'intégrer de l'hydrogène dedans. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de vérifier chez les clients si les appareils peuvent accepter une part d'hydrogène et quelle part. Est-ce que les gens ont raison je crois que les fabricants de chaudières fabriquent déjà du H2 Ready. Ils ont raison de le faire, ou le chauffage direct à l'hydrogène, ce ne sera pas la piste, en fait? Puis on est en train de fabriquer ces chaudières pour rien. Je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Je ne sais pas s'il y a un fabricant de chaudières dans la salle, ou Monsieur Charton, ou Monsieur Cordonnier. Monsieur Charton d'abord. Oui, en fait, je dirais que ça dépend de quel type de chaudière on parle. Sur une grande chaudière industrielle à haute température, je suis convaincu que c'est un bon réflexe. Sur une chaudière individuelle en périurbain, où on a un petit jardin et on a la place de mettre des pompes à chaleur géothermiques, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur choix. Donc effectivement, il faut regarder où c'est. L'énergie a la fâcheuse tendance de ne pas avoir de réponse absolue dans le monde, mais voilà. Donc
C'est ce que vous alliez dire, Philippe Cordonnier, c'est pour vous en fait. C'est pour vous Non, chauffer, vous. c'est tout à fait ça. Je crois qu'aujourd'hui, l'industrie au sens large teste un petit peu tout ce qui est possible, développe des prototypes dans tous les domaines possibles pour essayer d'avoir peut-être la solution de jour où elle devient mature. Qu'elle devient mature au niveau de la production, parce que l'hydrogène, il faut le produire de manière sans CO2, il faut le transporter, stocker éventuellement, et avoir l'application aussi de l'utilisateur final qui soit accepté par les clients. Pour une entreprise de chez nous, développer un produit qui n'est pas vendable, ça va un petit moment, mais ça dure pas très longtemps. Donc il faut aussi pouvoir trouver les marchés. Et aujourd'hui, alors la voiture électrique, aujourd'hui, elle trouve gentiment un marché à force de beaucoup de subventions et de soutien très politique. Je pense que pour moi, sur le long terme, pas la voiture électrique, mais sur la manière de le faire, ce n'est pas la bonne chose. On voit aujourd'hui le solaire peut voler de ses propres ailes parce qu'il est rentable. Et aujourd'hui, je pense que les soutiens au solaire ne sont plus nécessaires. Donc il faut que le produit trouve son marché. Et c'est le grand défi des industries aujourd'hui, c'est de tenir assez longtemps dans le développement des nouveaux produits pour qu'ils trouvent le marché. Aujourd'hui, les piles à combustible, on a une entreprise chez nous, un de nos membres, GreenGT, qui développe depuis de très nombreuses, presque décennies, une pile à combustible pour la mobilité. Ils n'ont pas encore trouvé le marché, même s'il y a un camion qui fonctionne avec les SIG, un camion de livraison de la Migros, avec une pile à combustible, mais ça prend du temps et il faut trouver le marché. Et le marché, ça prend du temps aussi pour que les capacités d'achat soient suffisantes et que le client, nous tous, faisions la décision d'achat d'une voiture électrique, pile à combustible ou autre. Chez Gaznat, je vous pose une question. Chez Gaznat, comment est-ce qu'on voit l'hydrogène? C'est un gros mot chez Gaznat, l'hydrogène, ou c'est le futur? Je vais laisser répondre notre directeur. Ah, pardon. J'étais sûr que ça allait tomber sur moi. Alors bon, c'est clair, on discute beaucoup avec nos collègues opérateurs français, allemands, par rapport au développement de l'hydrogène. Donc on est aussi, comme un peu les SIG, mais au niveau du transport, on est en train de regarder si notre infrastructure elle est compatible pour transporter de l'hydrogène. Donc je dirais, a priori, on peut le faire sans des modifications majeures, mais après, je crois qu'il faut trouver le marché pour cet hydrogène. Puis on oublie toujours à la fin, puis là, je crois que c'était bien dit par M. Cordonnier, il faut un utilisateur à la fin pour ça. Et des fois, on oublie que hydrogène, oui, mais c'est dire tous les utilisateurs doivent changer d'installation. Et on oublie ce coût qui n'est pas négligeable. Donc, Gaznat, on a plutôt une stratégie de dire on travaille, oui, certes, sur l'hydrogène pour être prêt si ça vient, parce qu'effectivement, ça ne va pas venir de la Suisse, ça viendra de nos collègues européens. Mais on travaille sur d'autres projets, par exemple sur la capture du CO2. Là, on pense qu'il y a aussi des débouchés à faire, de le réutiliser, de faire du gaz de synthèse. Et puis aussi, on est en train de travailler sur quelques projets de stockage de CO2. Donc l'innovation en marche. Monsieur, il y a une remarque, une question au fond, je crois que c'était vous. On casse un petit peu, parce qu'on arrive déjà presque à la fin. C'est sur un autre sujet, donc. Pardon? C'est sur le sujet de la cogénération, c'est pas dans la suite. Ah, c'est sur le sujet de la cogénération. Alors attendez, posez-la, puis ensuite je conclurai sur l'hydrogène. Alors, c'est important, je viens plutôt de l'électricité et pas du gaz. Je me rappelle qu'il y a 7 ou 8 ans, François Vuille avait écrit un livre quand il était à l'EPFL, où toutes les 4 pages, qui s'appelait d'ailleurs 100 solutions pour l'énergie, où toutes les 4 pages, il écrivait « Super, la cogénération va sauver le monde de l'électricité ». Donc la cogénération, c'est brûler du gaz pour faire de la chaleur, pour chauffer des bâtiments. Et puis en même couplage chaleur-force. Exactement, chez d'autres, si tout le monde connaît. Voilà. Et en fait, ce que je constate, c'est que 7 ou 8 ans après, c'est absolument pas établi. Et j'ai pas suivi ce qui s'est passé pendant ces 7 ans. Et je me demande si quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi la cogénération ne fonctionne pas et qu'elle n'a pas été mise en application. Je crois qu'il y a d'autres gens qui veulent aussi la réponse. Là. Nicolas Charton, elle est pour vous celle-là. Oui, mais c'est aussi la question de Laurent Balziger. Hein, à la fin, pourquoi est-ce qu'on a plus ou moins rien fait? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on fasse quelque chose? Je pense que le monde de l'énergie, il y a un décalage massif en fait entre ces durées, les durées fondamentales du monde de l'énergie et le rythme auquel les décisions sont prises. Il ne faut jamais oublier qu'il y a 6 ans, les grands, je passe au monde de l'électricité, les grands propriétaires de barrages hésitaient à céder leurs barrages. Hein. C'est quand même fou, on était à 3 centimes le kilowattheure aussi. Hein. 6 ans, c'est rien dans le monde de l'énergie. Et effectivement, quand on regarde la cogénération il y a 5 ans, c'était juste pas rentable, pas du tout rentable. Donc c'était, entre guillemets, si on regardait, même un industriel qui regardait à 3 ans, quelqu'un de très visionnaire, il n'en faisait pas du tout. Il n'y avait pas de question pour ça. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un enjeu majeur à sortir effectivement d'une optimisation permanente de je regarde, qu'est-ce que je prends, et à se projeter
à long terme à faire des choix forts. La cogénération a un avantage qui est notamment le fait de pouvoir produire de l'électricité effectivement hivernale, de pouvoir aider à passer des pointes. Et c'est typiquement le genre de choix auquel on doit être confronté aujourd'hui, c'est-à-dire d'accepter de faire des choix qui vont nous engager, pas sur 3 ans, mais sur 10, 20, 30, 40 ans peut-être dans certains cas. Et c'est ça qui est très très dur. Et ce qui est encore plus dur, c'est que dans le monde dans lequel on arrive, on n'aura pas une infinité de choix. On ne va pas pouvoir se dire je les fais tous en même temps et puis à la fin on verra celui qui est le bon. Sachant qu'il y a une volatilité, le prix de l'énergie est déterminant. Je reviens avec l'hydroélectrique et les barrages. On est très fiers de nos barrages aujourd'hui qu'on voulait vendre il y a quelques années. On a ouvert Nant-de-Drance, pompage, turbinage, c'est extraordinaire. Tout ça s'écroule le jour où les prix sont divisés par 10, quoi. Non, je ne sais pas, je vous regarde Anne-Sophie Corbeau. Non, je ne suis pas en train de vous apprendre quelque chose, hein, c'est votre domaine de spécialité, pas le mien. C'est une question. Non, en fait. C'est clair, mais pour en revenir à l'hydrogène, il ne faut pas oublier que l'hydrogène aussi, c'est une molécule qui va être chère. C'est-à-dire que le but ultime, le but affiché pour tout le monde, c'est $1 par kilogramme. $1 par kilogramme, c'est $9 par MMBTU pour les gaziers. Donc c'est cher à la base. Ça ne marche que dans un contexte de prix élevé. Disons qu'il faut aussi pouvoir inciter. Alors si c'est un hydrogène qui est totalement décarboné, c'est très bien si on a un prix CO2 élevé. Donc effectivement, là, on a une incentivation à pouvoir utiliser quelque chose qui n'a pas de carbone. Alors, ça va peut-être pas faire plaisir à M. Cordonnier, mais moi, ce qui m'inquiète le plus pour toute l'Europe en général, c'est est-ce que notre industrie, en particulier le secteur qui est intensif, énergético-intensif, va survivre aux 3 prochaines années, sachant qu'à la fois, on va avoir des prix de gaz et d'électricité éventuellement élevés, et puis on a bien vu, de toute façon, tous les plans disent que le premier secteur qui doit faire face à la coupure, ce sont les industriels. Et on commence déjà, moi je regarde sur toute l'Europe, on voit les producteurs d'engrais, ça ferme. BASF vient de dire, finalement, moi vous savez, je ne suis pas tellement attaché à l'Europe. C'est BASF, excusez-moi. Bon, BASF qui a bien profité aussi du gaz pas cher russe, mais... Et que ce soit à tous les niveaux, les petits et les gros consommateurs, que ce soit du boulanger aux producteurs d'engrais, tout le monde commence à dire mais oui, on ne peut plus là. Et moi je suis extrêmement inquiète vis-à-vis de l'avenir de l'Europe, surtout si on nous dit après, oui, mais en particulier, de toute façon, par exemple, l'hydrogène, qui doit nous sauver éventuellement, ça, il va falloir l'importer. Alors vous imaginez à quel point ça va nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ceux qui vont produire de l'hydrogène à bas coût. Déjà, il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire oui, mais en fait, on ne va pas exporter l'hydrogène, on va exporter le produit fini ou semi-fini. Donc il y a une véritable question pour tout l'ensemble de l'Europe sur quel est l'avenir de notre industrie plus ou moins lourde. Alors si vous avez quelque chose qui est très pointu, qui a fait besoin de la main-d'œuvre locale, etc., donc intellectuellement, d'accord, ça va peut-être rester, qui n'a pas trop besoin d'énergie, mais ce qui a besoin de beaucoup d'énergie, moi, ça m'inquiète particulièrement. C'est une angoisse pour vous, Philippe Cordonnier ? Alors oui et non. Je pense oui, parce que au niveau européen, effectivement, l'industrie aujourd'hui subit déjà le contre-coup de cette crise énergétique due à la guerre. L'Allemagne a déjà baissé, je crois, sa production industrielle d'environ 20% depuis le début de la guerre. Donc l'Allemagne entre en récession. Pour nous, industrie suisse, c'est aussi quand même un mauvais signal parce qu'on exporte 25% vers l'Allemagne. Donc aujourd'hui, je l'ai dit en introduction, l'industrie suisse vit encore très très bien malgré toutes les contraintes et la pression sur les marges. Mais depuis quelques 2 à 3 semaines, on commence à sentir vraiment un ralentissement assez fort. L'industrie suisse est aujourd'hui celle qui a encore l'indice de perspective d'évolution des achats le plus haut, quasiment au niveau mondial. On est à 57 points, alors 50 est le point de bascule, positif, et en dessous de 50, c'est négatif. Et quasiment l'ensemble des pays du monde sont maintenant en dessous de 50. La Suisse est encore à 57, donc encore positif. Mais c'était le mois dernier. Et aujourd'hui, les entreprises commencent vraiment à sentir un ralentissement. Et je crois qu'à plus moyen terme, pour l'industrie lourde, que nous n'avons quasiment plus en Suisse, on a encore quelques fonderies qui aujourd'hui, évidemment, souffrent. Mais je pense qu'à moyen terme, c'est quand même un signal assez difficile. Pour notre industrie, qui est essentiellement de la pointe, de la haute technologie, je pense qu'elle pourra mieux résister. Elle est très résiliente, elle est très flexible. Mais jusqu'à un certain point, si on tire sur l'élastique, à un certain moment, il va quand même casser. Et nous n'aimerions pas que ça se produise. J'ai déjà largement dépassé le temps qui m'était imparti, mais on va prendre encore peut-être 1 ou 2 interventions s'il y en a dans la salle. Il y en a une là, cher monsieur. Quelque chose me dit qu'on va parler du nucléaire, tiens. Non, je crois pas. Même pas, ok, d'accord, je me suis trompé. Oui, une question. Clairement, les cycles temporels sont très différents entre l'entreprise
qui a des cycles entre 5 et 10 ans. 10 ans vraiment quand on parle d'industrie lourde, hein. Éventuellement, vraiment plutôt 5 ans, les planifications stratégiques. L'industrie énergétique qui a plutôt des cycles, en tout cas du point de vue des boom to bust, de 15 ans. L'infrastructure qui est plutôt des cycles de 25 ans, voire plus. Et donc ça suggère qu'à défaut de politique publique préventive, il est très difficile de synchroniser tout ça. Historiquement, en Suisse, on est plutôt très libéral, notamment les lobbies, les fêtières. À quel moment, après le Covid, après cette crise, les fêtières vont, je dirais, enfin ou finalement accepter un petit peu de politique dirigiste ou préventive? Politique économique en Suisse, vous êtes fou, monsieur. Alors, premièrement, je ne représente pas une fêtière, mais une association de branches. On a une fêtière à Économie Suisse, je crois que Dominique Rochat est toujours là, je ne sais pas. Oui, juste derrière, en plus. Alors, pour nos entreprises, ce qui est important, c'est d'avoir une sécurité d'approvisionnement, des conditions cadres, et surtout, s'il y a un interventionnisme, c'est surtout pour permettre aux conditions cadres d'aider les entreprises ponctuellement quand il y a, comme le Covid, une intervention extérieure majeure. Pour le reste, nos entreprises ne demandent pas d'aide, n'ont pas besoin d'aide. On a toujours été assez libéraux dans ce sens. Mais il y a des fois des circonstances qui font qu'il faut peut-être aider. Mais l'aide, elle doit être ciblée et surtout pas à fond perdu, si je peux dire un mot un peu tabou. Comme dans les RHT, comme les crédits Covid, de nombreuses entreprises les ont sollicités, en tout cas dans notre branche. Très peu les ont utilisés, mais c'était une possibilité d'avoir, pas un oreiller de paresse, mais d'avoir un matelas au cas où c'était nécessaire. Donc je pense que c'est ça qui fait la force de la Suisse, comme les RHT, c'est d'avoir des solutions pragmatiques, ciblées, très rapidement mises en œuvre, et qui permettent aux entreprises de rester responsables de leur destin et de ne pas mettre leur destin dans les mains d'un État. Mais je crois c'est comme pour l'innovation, excusez-moi, c'est comme pour l'innovation, nos entreprises, elles financent 80% de leur innovation. Parce qu'elles savent, elles, ce qui est bien pour leur marché et pour accéder à leurs clients. L'innovation qui est drivée par l'État, on le sait, en tout cas dans les pays qui nous entourent, que ce n'est pas la bonne solution. Ce que vous demandez, c'est ça, plutôt plus de planification en amont. Oui, et puis en particulier, les RHT, des choses, c'est des réponses dématérialisées. On ne peut pas imprimer de l'énergie, en fait. Alors, c'est clair que l'énergie, c'est une problématique à beaucoup plus long terme. On en a parlé longuement ce matin. Pour nous, nos entreprises, ça leur est égal, plus ou moins, d'où vient l'énergie et de qui, pourvu qu'elles en aient, à des prix qui soient compétitifs par rapport au marché concurrentiel. Si l'énergie augmente pour tout le monde, c'est comme pour l'inflation. Si elle est pour tout le monde, entre guillemets, c'est plus ou moins égal. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de spread, de décalage entre nos marchés ou nos concurrents et nos entreprises. Encore une intervention, monsieur. Une intervention Bonjour, médiatique. je vais revenir au bon vieux gaz et j'avoue une certaine frustration parce que ces derniers mois, j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois, des gens nous expliquer que les réserves étaient remplies à 95 ou 98%. Mais on oublie généralement d'ajouter combien de mois de consommation est-ce que ces réserves peuvent couvrir. Donc pour un profane comme moi, la première information n'a pas vraiment de sens si je ne sais pas combien de temps ça peut couvrir. Est-ce que... C'était 15% de la consommation annuelle, c'est ça, je crois, Nicolas Charton? Oui, c'est à peu près ça. Hein. Les réserves, c'est 15%. Pour la Suisse, c'est 15% de la consommation annuelle. Donc après, pour la pointe de l'hiver, c'est probablement autour entre 1 et 2 mois, effectivement, selon les périodes, plutôt 2 mois. C'est ça. Est-ce que ça répond à la question? Absolument. Écoutez, voilà une question avec une réponse. On pourrait presque finir là-dessus. Non, je crois qu'on va devoir finir là-dessus. Juste une dernière petite question. Je suis désolé, je suis un petit peu obsédé par la pente et la Suisse et ses barrages.
Parce que la Suisse, elle a compris il y a longtemps qu'on pouvait fabriquer l'électricité avec la pente, c'est très bien. Et puis, elle a découvert plus récemment qu'on pouvait en fait la stocker aussi, hein, en pompant et en turbinant. Dans quelle mesure est-ce que cette logique-là ne sera pas la logique de l'hydrogène aussi? C'est-à-dire que l'hydrogène, pour qui on prévoit 140 000 applications possibles et diverses, est-ce qu'à la fin de la journée, horizon 20, 30, 40 ans, c'est pas la pile, finalement, qui deviendra l'application numéro 1 de l'hydrogène, c'est-à-dire stocker du power, quoi. Ah, mais de toute façon, c'est déjà quelque chose qui est envisagé parce qu'en fait, c'est encore une fois cette histoire de pointe. Parce qu'en fait, on va avoir par exemple beaucoup de solaire et éventuellement d'éolien pendant l'été, mais on n'en aura peut-être pas forcément besoin. Par contre, on sait que si on a besoin de davantage d'électricité, par exemple pendant l'hiver, surtout si on a en fait électrifié tout notre chauffage, il va falloir en fait transférer. Donc l'hydrogène servira de stockage saisonnier. Application numéro 1. Pas forcément numéro 1, mais application qui sera absolument essentielle. Et ça, de toute façon, de plus en plus, on le voit dans les différentes prévisions, ça sera une des stratégies. Donc tous les tuyaux jusqu'au dernier petit centimètre de tuyau n'ont pas forcément besoin d'être adaptés. Honnêtement, moi, mettre l'hydrogène partout dans toutes les maisons, ça me semble compliqué. Compliqué, voilà. C'est ce que je voulais vous faire dire. J'y suis parvenu. Merci Anne-Sophie Corbeau. Merci à tous les trois, enfin à plus, puisque c'était une grande table ronde à plusieurs. Il est temps que je me taise. C'était un plaisir pour moi et un honneur d'animer cette conférence. Et je laisse évidemment le mot de la fin à notre hôte, le président des gaziers romans, Pierre-Alain Croici. À vous pour le mot de conclusion, président. Merci Alexis. Alors, je pense que l'exercice ne va pas être facile, vu et surtout vu ce qu'on a entendu. Mais je pense qu'on peut dire que cette édition 2022 est un excellent cru, mais avec un millésime compliqué. Je pense que c'est un forum hors norme qu'on a vécu avec ces questions concernant la pénurie et l'autonomie énergétique. Et je pense qu'il y avait deux challenges importants aujourd'hui pour nous. C'était tout d'abord la question de la gestion du risque de pénurie de gaz pour cet hiver. Et je crois que ce qu'on a entendu aujourd'hui nous confirme que le risque est bien là, qu'il est très présent et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour orchestrer, anticiper le pire, assurer les services essentiels à la population. Je crois que M. Froidevaux a été très clair là-dessus et j'ai retenu de sa présentation que la situation elle est peu lisible, elle est instable, elle est dangereuse, très évolutive et qu'elle nécessitera surtout une coordination de tous et des efforts à tous les échelons pour anticiper les risques liés à cette situation, et ceci à très court terme puisqu'on parle de mi-janvier 2023. Voilà, donc je pense que nous sommes tous convaincus que le risque est bien là, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que tout ça c'est pour tout de suite. Maintenant, il y avait un deuxième challenge et vous avez tenté d'y répondre, c'était d'identifier des pistes concrètes pour plus d'autonomie, plus de sécurité d'approvisionnement, etc. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on a entendues, qu'on connaît déjà. On sait qu'il faut développer la filière de production de gaz renouvelable, on sait que l'hydrogène en fait partie, on sait que les conditions cadres ne sont pas réunies pour qu'on puisse justement développer à grande échelle, et ça a été dit et rappelé par Laurent Balziguer, pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi ça ne se passe pas mieux. On a entendu parler de stockage, on voit qu'il n'y a pas de stockage en Suisse, on voit qu'il y a des possibilités de le faire, mais on sait aussi que tout ce qui concerne les autorisations, le permitting, pour pouvoir déjà explorer, ne serait-ce même que faire de la recherche en surface, on sait que c'est très compliqué, que c'est long, ça prend du temps, que ça coûte beaucoup d'argent et qu'on n'est jamais sûr à la fin d'obtenir des résultats. Donc on a vu que tous ces éléments-là rendent le système très complexe. Alors ça, je crois qu'on l'a entendu 3 ou 4 fois ici tout à l'heure, la complexité. La complexité et puis également un système. Donc on a entendu parler de gaz renouvelable, de stockage, de power to gas, de réseaux qui communiquent, qui échangent, qui s'interconnectent, de couplage chaleur-force, cogénération. Voilà, c'est un énorme système très compliqué.
Et ce qui est révélateur aussi dans ce qu'on a entendu ce matin par rapport à, notamment, aux représentants de l'Office fédéral, c'est la peine à sortir des ordonnances concernant la pénurie. On n'arrive pas encore à sortir des ordonnances sur la pénurie d'électricité. Et moi, je crois que c'est tout simplement parce que nos autorités n'arrivent pas à cerner la complexité de cette problématique. Et en fait, si on reporte la sortie de ces ordonnances, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on tire un fil, je crois que c'est Maître Froidevaux qui en a parlé tout à l'heure, on tire un fil et on se rend compte qu'il y a encore un niveau de complexité supplémentaire. Et cette complexité-là, on la retrouve dans ce système énergétique qu'on aimerait créer pour être plus résilient, pour être plus autonome, pour assurer une meilleure sécurité d'approvisionnement. Et en fait, c'est, je crois, le plus gros challenge que les énergéticiens ont à faire face, mais aussi les politiciens, puisque tout ceci ne pourra pas évoluer sans des conditions cadres qui soient vraiment favorables, en tout cas qui soient réalistes.